Les joysticks sont d'appareils fabriqués de contrôle utilisés dans les jeux vidéo. Les simulateurs développent d'autres applications interactives. Aujourd'hui, on va parler joystick et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de joysticks dans ma collection. Alors c'est pas vraiment une collection, c'est juste des joysticks que j'ai achetés tout au long de mon existence en achetant des ordinateurs. Et j'ai toujours voulu le meilleur joystick pour chaque ordinateur. Et donc ça donne une collection très variée et j'avais envie de consacrer une vidéo sur le sujet et j'ai toujours des petites anecdotes à vous raconter avec ça. Alors c'est parti, on va passer en revue tous ces joysticks. Le premier joystick que je vais vous montrer, c'est en fait des manettes pour cette console. Alors c'est une console de 1977. Donc voilà, on est dans les années 70. Alors ça c'est une console pour laquelle j'ai consacré une vidéo. J'ai fabriqué un circuit qui permet de le brancher sur une entrée composite et ça donne une image extrêmement nette. C'est une console que j'ai trouvée dans une brocante charentaise et elle marchait pas du tout. J'ai dû la réparer, j'ai dû faire beaucoup de choses dessus. Quand j'ai réussi à faire le module composite, j'avais le circuit qui s'affichait, mais j'avais pas les raquettes, parce que les raquettes, c'est ça. Et donc c'est les premières manettes qui ont existé quelque part. Et en fait, à l'intérieur, donc je le montre dans ma vidéo, c'est juste un potentiomètre. Et les raquettes sont apparues quand j'ai dégrippé le potentiomètre. Donc c'est une résistance variable. Je crois qu'elle fait 1 méga-ohm. Quand on diminue plus ou moins cette résistance, eh ben, ça fait varier la raquette sur l'écran. Et comme les potentiomètres étaient grippés, eh ben, on ne voyait carrément pas la raquette apparaître à l'écran. Donc voilà la première manette toute simple. C'est extrêmement agréable de manipuler la raquette comme ça parce que c'est analogique. Donc on peut juste bouger la raquette de haut en bas et on ne peut pas aller dans d'autres directions. Donc voilà pour le premier joystick. Voilà un deuxième joystick. Alors ça c'est un joystick pour Apple II. On est sur de la tôle pliée. C'est vraiment très très ancien. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin et j'ai trouvé magique qui est marqué Joy Espace Stick. Ce qui veut dire bâton de joie. Voilà ce que veut dire joystick. Et ouais, on a le petit stick qui nous fournit tant de joie en jouant au jeu. Deux boutons bien séparés, bouton numéro 1, bouton numéro 2, parce que certains joysticks vous mettent deux boutons, mais en fait ils sont reliés au même endroit. Et c'est un joystick analogique, et ici on peut calibrer le joystick avec ses potentiomètres, donc il y a des potentiomètres dans tous les sens. Au départ, on essaie de centrer une pastille sur l'écran, et puis une fois qu'on a parfaitement centré cette pastille, il est correct. Et souvent, bah, je suis obligé, avant de jouer, de le calibrer. Bon, normalement, une fois que c'est fait, mais si jamais tes mains ont bougé le truc, il faut recommencer. Donc, c'est pas très pratique. Il n'empêche que c'est un joystick tout à fait correct, qui fonctionne très bien sur Apple II. Au bout du câble, on a un DB9, mais attention, c'est pas le DB9 qui se branche sur Amiga, sur Atari, sur Amstrad. C'est un DB9 mâle. Donc, quand vous voyez un DB9 mâle, c'est pour Apple. Alors, autre joystick que j'adore, c'est un joystick Apple, là on le voit. Donc quand je le retourne, on voit que c'est un joystick pour Apple 2E. Bon, il marche très bien sur Apple 2C. Ici on voit les mots magiques Cupertino, Made in USA. On a les molettes de réglage ici pour le calibrer. Il a bouton numéro 1, bouton numéro 2. Il est extrêmement précis. Donc ça c'est un joystick bien meilleur que celui que je viens de vous montrer. Je jouais chez mes grands-parents sur l'Apple 2C de mon oncle. Il coûtait extrêmement cher à l'époque. C'est comme si on mettait 4 ou 5 000 euros de nos jours dans un ordinateur. Il avait ses manettes très délicates. On jouait à Load Runner. Et donc, dans Load Runner, tu peux creuser d'un côté et de l'autre avec chaque bouton.
pouvait jouer aussi à Zaxxon pour Apple II, 2+, 2E. Et j'arrive à jouer avec la disquette sur mon Apple IIc. Dans le club informatique où je suis, on m'a donné un Apple IIe en panne. Il fumait. Il avait des problèmes de puce mémoire qui étaient grillées, donc j'ai changé les puces mémoire. Et puis il s'est remis à fonctionner, donc je suis très content de cet Apple IIe. Et j'ai également un Apple IIc. Je remercie Jean-Claude qui m'a donné l'Apple IIe et Romain qui m'a donné l'Apple IIc. Et après j'ai acheté les joysticks et en fait les joysticks coûtent extrêmement cher, donc j'en ai acheté deux. Il y en a une qui va sur l'Apple IIe et l'autre qui va sur mon Apple IIc et elles sont géniales. J'adore ces manettes et mon oncle en avait. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec ça. Donc cette manette-là m'a été donnée par Serge. Donc il y a 20 ans, il a débarqué chez moi, il m'a donné cette manette et il m'a donné cette carte mémoire. Et je me souviens, il m'a dit, oh, j'ai trouvé ça dans une poubelle. Alors cette carte mémoire, elle sert aux IBM PC de 1985 ou un truc comme ça. Il y a marqué IBM partout, donc je les ai gardés parce que je trouve ça assez joli. On voit vraiment les puces mémoire énormes avec les petits condensateurs. Bon, ça c'est amusant. C'est une manette qui peut se brancher sur deux types d'ordinateurs. Donc ici c'est bien expliqué, vous avez Apple II. Donc je l'ai testé sur Apple II, elle fonctionne nickel. Et ici vous avez IBM PC. Alors ça je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on peut bloquer voilà, je peux bloquer dans une direction, par exemple ici. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Bon voilà, moi je mets sur on de manière à ce que la manette fonctionne bien. Et vous avez ici le calibrage. Il y a trois boutons. Vous avez bouton 1, bouton 2 et même bouton 3 ici. Donc ça c'est bon pour l'Apple. Un DB9 mâle. Et quand tu veux le brancher sur ton PC, tu as cet adaptateur. Donc évidemment tu mets l'interrupteur sur IBM PC et tu le branches sur le port joystick sur les cartes son des PC de l'époque. Voilà. Donc sur les PC en général c'était des joysticks analogiques. Celui-là je l'ai récupéré dans un vide-grenier geek à Parempuire, donc c'est à côté de Bordeaux. Et j'y suis allé avec un copain, c'était juste après le Covid. On voyait que tout le monde était heureux d'être dans ce vide-grenier geek, donc on s'est retrouvé dans un grand champ ensoleillé. Et il y avait plein de gens qui vendaient du matos rétro geek. Je pensais qu'il allait y avoir plein de vieux ordinateurs. Et en fait, pas du tout. Déjà, c'est des consoles, souvent. Et en plus, c'est pas vraiment ancien, du genre un truc comme ça qui a 40 ans. Donc c'est plus des trucs d'il y a 20 ans, on va dire. Et puis il y a un gars qui avait un stand comme ça. Bon, il n'y avait pas grand-chose, deux trois magazines, une vieille boîte de jeux PC. Et puis il avait une caisse dessous. Et il y avait ça. Ce joystick, il n'était pas dans cet état-là. Il était bien jauni. Je l'ai un peu rétrobrighté. Je l'ai nettoyé. Si vous voulez savoir sur quel ordinateur il se branche, eh ben, il se branche sur Apple. Et si vous avez l'adaptateur sur IBM PC. Alors là, vous avez juste le connecteur Apple. J'ai pas l'adaptateur, mais je peux le récupérer sur le joystick précédent. Et vous avez A comme Apple et I comme IBM. Donc ça, c'est un joystick analogique. Ça veut dire à l'intérieur, il y a des résistances variables, il y a des potentiomètres. Et donc si je tourne par exemple à gauche et que je suis à 20%, quand je suis sur un simulateur de vol, eh ben, mon avion, par exemple, il va s'orienter, tourner à gauche à 20%. Alors que les joysticks à base de micro-switch, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que dès que je vais cliquer à gauche, je suis à 100% et dès que je reviens, je suis à 0. Donc forcément, les jeux vont être adaptés à ce genre de comportement. Ça, c'est des joysticks pour le Texas Instruments TI-99 4A. Fabrication américaine, made in Texas, s'il vous plaît. Texas Instruments, c'est quand même une boîte fabuleuse. Et donc là, on a des joysticks qui sont vendus avec le TI-99 4A. Quand j'étais petit, on avait ces joysticks-là.
Ceux-là, je les ai achetés il y a 2 3 ans. J'ai acheté un TI 99 4A nickel dans sa boîte. Il y a un DB9 qui rassemble deux manettes. Donc elles sont nulles ces manettes. C'est pas de l'analogique, hein. C'est pas des micro-switch. Et donc il faut pousser comme un dingue pour arriver à quelque chose. Et d'ailleurs, petite anecdote, je me suis tellement énervé sur un jeu, c'était Qbert, il y avait un serpent qui me poursuivait, je me suis un peu énervé et le manche m'est resté dans les mains. Après, mon père, il avait acheté deux nouvelles manettes pour ça. Alors, c'est pas exactement celles-là parce qu'elles sont chez mes parents. Elles avaient été vendues avec le Texas Instruments par deux. Elles sont merveilleuses et elles sont d'une grande précision. On voit qu'il y a des micro-switch, vous l'entendez, extrêmement solide malgré les apparences. Donc il n'y avait pas besoin de forcer pour jouer et surtout on pouvait être beaucoup plus précis que ces manettes-là. Celle-ci, je l'ai achetée il y a peut-être 5 ans. Je l'ai achetée par hasard parce que j'ai reconnu cette manette que je trouvais excellente. Et en fait, elle se branche pour l'Amstrad CPC, pour l'Amiga. Et le mieux dans cette histoire, c'est qu'il y a le bouton 1 et le bouton 2 qui sont gérés. Alors qu'elle ressemble à rien. J'ai amené mon Amstrad CPC. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est l'Amstrad de Frankenstein à une manifestation qui s'appelle le CrocoFest, près de La Rochelle. J'avais mis cette manette que j'adore et j'avais mis Scramble. Scramble, c'est un homebrew, parce que Scramble a existé pour Amstrad CPC, mais là je parle de Scramble nouvelle version, qui gère notamment le deuxième bouton. On peut tirer tout droit avec ce bouton-là et jeter des bombes avec l'autre bouton, ce qui est impossible à faire avec un joystick normal d'Amstrad. Donc il y a une jeune fille qui s'est installée sur mon Amstrad CPC et qui a adoré Scramble et qui a passé les 2 jours du week-end à jouer avec cette manette, malgré le fait qu'elle ait un aspect complètement vieillot. Donc je suis toujours à la recherche de bonnes manettes comme Texas Instruments. Et donc j'avais vu une pub dans un magazine, je croyais qu'elles étaient excellentes, donc c'est des manettes pour Texas Instruments. Elles ne fonctionnent pas. Vous avez ici des zones avec des vis sous l'étiquette. J'aime pas trop ça parce que j'ai pas envie d'abîmer l'étiquette. Mais il va falloir que je les démonte pour les refaire fonctionner. Mais a priori, elles avaient l'air bien comme ça sur les photos, mais elles sont complètement nulles. Il n'y a pas de micro-switch, ça flotte complet. Alors, est-ce que je peux y installer des micro-switch à la place? Ce serait vraiment cool parce que je pourrais faire des petites manettes précises. En tout cas, elles sont jolies. Ce joystick, c'est un joystick made in France. Donc là, on est sur du Thomson. Donc c'est un joystick qui se branche sur le TO7. J'adore le design de ce joystick. J'en voulais un, c'était prévu que j'en achète un et en fait on me l'a donné au CrocoFest à La Rochelle. Bon, comme dans toutes les manifestations rétro, il y a toujours une table avec des dons. Et donc j'ai pris ce joystick, il fonctionne nickel. Donc il y a un seul bouton. C'est pas un joystick analogique, hein. Il n'y a pas de micro switch juste, mais bon, ça fonctionne très bien. Alors, on voit que c'est pas analogique parce qu'il n'y a pas de calibrage, c'est vraiment simpliste. Mais n'empêche, c'est assez robuste et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai pas eu de Thomson quand j'étais petit. Il y avait des amis à mes parents qui avaient un TO770. Nous, on avait un Amstrad CPC, même si l'Amstrad est plein de couleurs. Moi, j'ai jamais trouvé ça beau. Je trouvais que le TO770, avec ses petites nuances de gris, était magnifique. J'ai acheté un TO770 et donc j'ai complété avec cette manette et j'ai fait, j'avoue, quelques petites améliorations. Donc j'ai mis un ventilateur silencieux, j'ai repris des soudures sèches aussi et j'aime jouer à Scramble notamment sur TO7. Pour jouer à Scramble correctement, je conseille de ne pas utiliser spécialement cette manette qui est sympa mais qui est pas terrible, mais plutôt celle-ci. On a un DB9 comme d'habitude. Alors c'est un joystick à monter soi-même. Il est parfait pour le TO770. En plus il est très beau. Je remercie mon frangin qui m'a offert cette petite merveille que j'adore. Donc ça c'est un super joystick rétro qu'on peut utiliser, vous avez compris, sur plein d'autres machines que le TO7. Mais pour moi c'est le joystick de mon TO7. Sur Amiga, le joystick emblématique c'est celui-là. C'est le joystick Compétition Pro. Donc c'est écrit ici, et celui-là c'est un authentique Compétition Pro. C'est un joystick qui est tellement emblématique qu'il apparaît sur certains jeux, notamment dans le générique de Battle Squadron. Et donc, ben voilà, moi j'ai passé mon enfance à jouer sur ce genre de joystick qui est quasiment parfait. Donc celui-là, je l'ai acheté en Allemagne. Il y a un défaut sur ce joystick, c'est que les deux boutons
c'est le bouton numéro un. Il n'y a pas de bouton numéro 2 en fait. C'est des joysticks pour gaucher et droitier et que l'on appuie d'un côté ou de l'autre, ça revient au même. Donc ça, c'est une édition d'il y a 10 ans à peu près. Vous pouvez voir que c'est fabriqué par Individual Computers. Là, on est sur un joystick qui est une imitation du Competition Pro et vous voyez qu'il se branche pour le VIC-20, C64, Amiga, tous les modèles, Atari, Amstrad et MSX. Tous les boutons sont reliés au même endroit. Il n'y a pas bouton numéro 1, numéro 2, c'est toujours pareil. Et j'ai fait le test de Turrican là-dessus et il a parfaitement fonctionné pour ce test. Donc dans Turrican, il y a une plateforme verticale et il faut sauter d'une plateforme à l'autre. Si ton joystick il est pas bon et qu'il gère pas bien les diagonales, tu n'arriveras pas à le faire. Il y a aussi comme test Battle Squadron avec la super bombe, faire une rotation complète en appuyant sur le bouton. Puisqu'on parle joystick Amiga et Competition Pro, vous avez ici un joystick d'époque qui ressemble au Competition Pro mais qui n'est pas un Competition Pro. Je ne sais pas qui édite ça, j'ai pas beaucoup d'informations. Celui-là, il existait bien à l'époque, j'en suis sûr. On voit des pubs avec ce joystick-là, il est très beau. Il y a des jeunes qui ont essayé de jouer avec ça, ils m'ont dit mais ton joystick c'est trop de la merde. Et je pense qu'ils avaient raison. Et pourtant j'ai changé les micro-switch, c'est-à-dire les 4 micro-switch que vous voyez là, je les ai changés, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai aussi mis un peu d'huile ici pour que les mouvements soient un petit peu plus souples, mais ça n'a pas vraiment arrangé les choses. Donc c'est un joystick que j'ai payé 10 balles sur le bon coin, qui était en panne. Deux des micro-switch étaient cramés. En fait, le résultat n'est pas celui que j'espérais. Voilà, il est pas mal, il est mignon. Il sert à quelques jeux de plateforme et tout ça, mais il faut que le jeu soit simple. Il ne faut pas que les mouvements soient très compliqués parce que si tu veux commencer à faire des diagonales, à répondre au taquet, c'est pas un joystick qui est vraiment super. Quand on démonte, on peut voir qu'il y a des diodes à l'intérieur. Entre chaque micro-switch, il y a une diode. Ça fonctionne bien sur Amiga, mais justement, ça ne fonctionne pas sur Amstrad. Ce joystick, quand tu l'agites sur Amstrad, t'as rien. C'est un mystère parce que les autres compétitions pro marchent très bien sur l'Amstrad, donc je pense que c'est la présence des diodes. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des diodes sur cette manette? À quoi elles servent? Alors celle-ci, c'est une manette que j'ai fabriquée. À l'origine, il y a un copain qui fabrique des bornes arcade et qui m'a donné ce joystick. Et je ne savais pas quoi en faire, mais je me suis dit, mais tiens, ça pourrait être ma première manette. J'adore Battle Squadron, j'y joue depuis tout petit, c'est d'ailleurs le premier jeu qui m'a vraiment ébloui sur mon Amiga 500. À peine une semaine après l'achat de mon Amiga 500, j'avais 3-4 jeux qui se battaient en duel, et mon frère amène Battle Squadron. Donc j'avais été ébloui par Battle Squadron. Donc j'avais réussi à finir le premier niveau, le deuxième niveau, mais il y a le troisième niveau, qui est le dernier, que j'arrivais jamais à franchir. Et je me suis dit, je veux terminer Battle Squadron, et je vais me fabriquer une manette pour ça. Alors, il y a aussi l'histoire que les WHD Load permettent de rajouter un deuxième bouton pour faire la Nova Bomb. C'est ce que j'ai fait. Les fils pour le bouton 1 et le bouton 2 ne sont pas les mêmes. Bon, vous avez la masque et le câble noir, donc ça, il est partout. À l'autre bout, donc je suis parti d'un câble nul modem. C'est des câbles qu'on peut trouver à 5-6 euros sur eBay ou Amazon. À l'intérieur, tu peux les démonter, tu peux ressouder tout ce que tu veux. J'ai acheté cette boîte à mouchoirs qui vient de Casa. Voilà. Je pense que ça n'existe plus, mais à Casa, ils font pas mal de petites boîtes comme ça. Donc, j'ai cherché une boîte que je puisse travailler tranquillou. Donc, ceux-là, ils font du bruit, mais on peut en acheter qui font pas de bruit. Et ben, avec cette manette-là, j'ai terminé Battle Squadron. Donc, je suis un piètre joueur, mais n'empêche, je suis content d'avoir terminé Battle Squadron. Quand j'utilise le joystick Competition Pro, j'utilise pour le manche à balai ma main droite, mais là c'est la main gauche, ben, ça allait très bien. Mon cerveau a bien géré l'affaire. C'est aussi ça, c'est-à-dire que quand tu as un bon joystick, ça t'aide énormément pour réussir et terminer un jeu. Même si je ne suis pas un grand joueur, il faut reconnaître que ça aide un bon joystick. J'ai décidé de fabriquer un autre joystick. Donc j'ai acheté un joystick qui avait moins de profondeur. Vous pouvez voir aussi qu'au niveau du câblage, j'ai été beaucoup plus propre. Donc il y avait moins de fils dans tous les sens. Là, j'ai acheté des boutons qui font pas de bruit. Voilà, comme ça, quand je joue la nuit, je réveille personne. Il est beaucoup plus plat et aussi on peut le prendre sur les genoux pour y jouer. Même topo, c'est un câble nul modem qui m'a servi à faire la connexion. Pour fabriquer ça, il faut environ 30 euros de matériel. Bon, sachant qu'on peut avoir un joystick neuf pour 30 euros, mais là, tu as quand même le plaisir d'avoir fabriqué ton propre joystick et tu as quand même de la bonne qualité. Ce joystick il peut fonctionner sur Amstrad et la plupart des ordinateurs qui ont une entrée DB9.
C'est un de mes joysticks préférés pour l'Amiga et je l'amène régulièrement dans les conventions. Voilà, il fait son petit effet, même si j'ai vu plein de gens réaliser des joysticks bien plus jolis que celui-là. Je pense au joystick de Erwan qui a fabriqué un joystick dans une caisse à monnaie. Il a fait quelque chose de magnifique. Donc il y a plein de gens qui s'amusent à faire des joysticks de toutes sortes et c'est assez simple à faire. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets un lien dans la description de la vidéo vers le site Ledoc où j'ai consacré 2 articles sur la fabrication de ces manettes. Et donc j'ai mis un schéma pour le circuit électrique et la connectique pour le DB9, notamment pour gérer le bouton 2. Il faut savoir que sur l'Amiga, il y a de plus en plus de jeux qui gèrent le bouton numéro 2. Il y en a même maintenant qui gèrent un troisième bouton. Ça, c'est grâce à WHD Load qui ajoute ces options sur des jeux anciens, donc notamment Ibris, Battle Squadron, Turrican. En voilà un exceptionnel. En fait, c'est bien un joystick pour l'Amiga, c'est marqué ici. For Commodore Amiga Programs. Un joystick analogue pour l'Amiga. Voilà. On voit bien joystick for Commodore Amiga. Là, il y a un léger petit jeu. Mais ça fonctionne pas mal du tout. Il y a des jeux qui marchent très bien avec ça. On a Flight Simulator 2 pour Amiga, un excellent simulateur de vol, un jeu de 1986. Évidemment, il était surtout prévu à la base pour le PC, mais ils ont fait une bonne version pour Amiga. Et avec maintenant les Amiga accélérés, il est vraiment très fluide. Et il fonctionne très bien avec cette manette. Donc ce joystick analogique marche bien avec les jeux de Microprose. Donc on a des notices magnifiques dans ces jeux. Et ils ont nativement fabriqué une version pour les joysticks analogiques. Donc cette manette marche parfaitement avec Formula One Grand Prix. Autre jeu qui marche avec la manette analogique, Gunship 2000. Donc ça c'est un très bon jeu également et donc je consacrerai une vidéo sur le sujet parce que je trouve que cette manette est trop rare pour la traiter comme ça en 5 minutes. Encore une manette que j'adore. Donc là il s'agit d'une manette pour PC. Il y a eu toute une période de ma vie où j'ai abandonné l'Amiga. J'ai vendu mon Amiga dans sa tour ATO avec sa carte 060 pour une bouchée de pain d'ailleurs. Je travaillais dans une entreprise de nouvelles technologies et j'avais envie d'aller de l'avant, donc je me suis acheté un PC. J'avais toujours envie de jouer via des émulateurs et j'avais envie d'avoir des sensations arcade avec mon PC Windows. J'avais acheté cette manette à Bordeaux et j'en suis très content, je l'utilise toujours. Et donc évidemment on peut mettre les émulateurs MAME qui sont excellents, on peut jouer à des vrais jeux d'arcade. Donc j'ai l'USB que j'utilise évidemment pour mon PC. Elle est parfaitement reconnue par mon Linux Manjaro et donc je peux jouer à des jeux même via Wine, notamment l'évolution de Deluxe Galaga qui s'appelle Warblade. Son auteur est décédé il y a une dizaine d'années déjà. Et vous avez ici d'autres ports pour d'autres consoles. Donc elle est plutôt précise. Au fil des années, elle m'a pas trop déçu. Bon après je suis pas un grand joueur, mais ça me suffit. Voilà. Donc ça tout le monde connaît, c'est la manette de la Xbox 360. Donc j'ai acheté une Xbox 360 à la Fnac. J'y ai pas beaucoup joué, je dois reconnaître. Donc j'avais la manette fournie sans fil et ça c'était pour un deuxième joueur. Et en fait cette manette d'appoint filaire, elle me sert sur PC actuellement. Il y a certains jeux sur Steam qui ont besoin d'une manette et elle est très bien je trouve. Là je suis hors sujet, c'est une manette
Et je la trouve extrêmement bien pensée, extrêmement bien faite. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, ma Xbox 360, il y a un an, je l'ai mise dans un carton, je m'en sers plus. Et je me suis dit, je vais la donner parce que franchement, ça vaut pas grand-chose. Et puis 10 ans plus tard, ça vaut une fortune et tu as la nostalgie et tu rachètes ta console. Surtout que la Xbox 360 est une console autonome, c'est-à-dire elle marche avec des CD sans être connectée forcément au réseau. Elle se bricole pas trop mal. Je pense qu'il faut garder ces consoles qui vont prendre de la valeur avec le temps, elles vont vieillir comme du bon vin. Et qu'il y a déjà plein de créations homebrew, il y a déjà plein de systèmes pour améliorer ces consoles. Donc au final, je crois que je vais garder ma Xbox 360. Encore une manette. C'est une manette Logitech que j'utilise sur Morphos, un joli Pegasus auquel j'ai consacré une vidéo, le Pegasus 1. Cette manette m'a été donnée par Emric. Moi, j'aime pas trop ces manettes. Pour moi, ça rime avec les consoleux. Sauf que quand tu as Morphos, tu as des jeux de PC adaptés, des jeux des années 2000. Et puis tu as Metal Gear, tu as plein d'émulateurs. Et en fait, par exemple, pour jouer à Metal Gear là-dessus, c'est parfait. Donc en fait, cette manette Logitech là, elle est vraiment parfaite pour Morphos. Donc manette Logitech SL445. En plus, elle est un peu bleue comme Morphos, donc c'est parfait. La dernière manette de ma collection, c'est pas un joystick, c'est cette petite manette Nintendo. C'est en allant à la déchetterie, il faut surtout pas se servir dans la benne. Ça, c'est très mal vu. Tout de suite, le personnel de la déchetterie va te dire tu reposes ça. Un jour, je vais les voir, je dis j'ai vu une Nintendo et une Mega Drive. Alors il sourit, il me dit bien sûr tu peux la prendre. Donc je la prends, je la mets dans le coffre de ma voiture et il me dit t'as oublié le supplément. Et là, il me sort une poche. Il y avait deux manettes comme ça, des jeux, peut-être une dizaine de cartouches pour la NES, la même chose pour la Mega Drive. Et le pire, c'est que ces deux consoles marchaient parfaitement. Voilà, donc il y a des gens, ils ont balancé ça à la poubelle, ça marchait parfaitement. Et j'adore le concept de ces manettes, parce que moi, je suis quelqu'un qui vient des ordinateurs et pas des consoles. Et donc, j'ai pas du tout connu à l'époque ces petites manettes pour jouer notamment à Super Mario, qui était d'ailleurs dans la poubelle avec ces manettes. Il y avait Super Mario 1, 2 et 3. Et donc, j'ai découvert Super Mario en réel avec ces petites manettes que je trouve très bien conçues. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu que les joysticks. J'ai connu que les bâtons de joie. Et donc voilà, c'était la dernière manette de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!